Expérientiel, des récits qui inspirent, des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Caroline, bonjour Eric, comment allez-vous? Alors si c'est moi, ça va très bien. Bonjour François, bonjour Eric, ravi d'être ici. Eh bien, aujourd'hui, sous l'œil des chercheurs, c'est un épisode un peu spécial. Alors d'un côté, il y a la joie d'accueillir Eric, qui va nous parler du marketing durable, entre autres. Et puis, il y a un peu de tristesse. J'ai ma copine, Caroline Leroy, qui, ensemble, on a fait cette série, Sous l'œil des chercheurs. Ça fait un peu plus d'un an. Elle nous a emmenés vraiment dans des endroits qui nous sortaient un peu de nos sentiers battus, de notre zone de confort. Et voilà, Caroline a besoin de se concentrer sur sa thèse. Et donc, c'est le dernier épisode. Et donc, on lui souhaite plein de belles choses. Et pour moi, je prends cette opportunité pour la remercier. Remercier pour tout ce qu'elle a apporté au podcast, mais aussi tout ce qu'elle m'a apporté en tant que professionnelle du tourisme. Elle m'a ouvert les chakras. On a quand même été voir des gens incroyables. Olivier Amand, Timothée Paric, Alexandre Monin. Plein d'épisodes qui sont fascinants. Il y a eu Prosper. Vraiment, on est sorti et on n'a pas eu peur de se faire chahuter. Donc vraiment, Caro, un grand merci pour tout ça. Eh ben merci François pour ces compliments et c'est un plaisir de pouvoir inviter des chercheurs parce que non, les chercheurs ne sont pas chiants, ils contribuent à produire de la connaissance et ce podcast est aussi l'occasion de leur donner carte blanche pour vulgariser leurs travaux avec un challenge d'être audible par un plus grand nombre. Mais c'est aussi, voilà, ça le métier de chercheur, c'est aussi de diffuser la connaissance et ce podcast permet de croiser les regards et j'espère, voilà, inspirer, voire peut-être un peu plus chambouler les auditeurs. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'écouter et d'échanger avec ces chercheurs brillants depuis le début de ce podcast. Donc, merci François aussi d'accepter les propositions que je te fais sur ces chercheurs. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on accueille Éric Rémy et on va parler du marketing durable. Moi, j'ai pas beaucoup d'expertise là-dedans, mais c'est vrai qu'en tant que citoyen lambda, des fois, dans le paysage audiovisuel, je suis un peu paumé. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est crédible, qu'est-ce qui est sincère, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. Donc vraiment, je suis très content d'explorer le marketing durable. Et donc, ce que je propose, Eric, c'est peut-être de te présenter, et ensuite je passe la main à Caroline qui va mener cette interview. Bien, rebonjour, très très content de me retrouver parmi vous et de répondre à votre demande. Alors comme on le disait un peu en préambule, en discutant entre nous, alors moi je suis très loin d'être spécialiste du tourisme, on est bien d'accord. Et par ailleurs j'ai une posture un peu particulière dans le domaine qui est le mien, qui est le marketing. Ce qui fait que finalement, je suis dans une posture réflexive sur ma propre discipline que depuis 5, 6, 7 ans. Voilà, donc je suis encore en construction de ce nouveau chemin dans ma carrière. Donc voilà, je suis en une pensée encore en mouvement. Donc en discutant avec vous, cette pensée en mouvement va continuer à bouger sans doute. Alors pour revenir sur ma carrière, alors c'est pas pour raconter, mais justement ma, ma vie d'une certaine manière, mais c'est juste pour témoigner d'un changement justement de parcours. En fait, moi j'ai fait ma thèse en sciences de gestion en 2000, thèse que je situerais, alors qui a été située beaucoup en marketing, mais qui était à l'époque un peu entre stratégie et marketing. Il a fallu choisir un champ et j'ai choisi le marketing. Mais il y avait aussi déjà pas mal de stratégies et implicitement qui abordaient aussi des questions de RSE. En fait, la thèse portait sur le lien social dans la consommation. Voilà, en quoi, à travers les relations entre les consommateurs et à travers les relations entre les marques et les consommateurs, se développaient de nouvelles formes de liens sociaux et à quoi pouvaient correspondre ces formes de liens sociaux. Donc voilà, j'avais des terrains
à l'époque essentiellement dans la distribution, mais cette question du lien social pouvait se retrouver dans différents secteurs, sans doute dans le dans le tourisme quand on dans le fait d'aller toujours dans les mêmes lieux touristiques et cetera, où se développe une certaine forme de lien social assez importante qui fait l'objet de certains films et cetera. Donc voilà. Donc moi j'ai travaillé sur ça. J'avais une optique un peu particulière qui peut expliquer aussi le changement petit à petit, c'est que le lien social dans la consommation m'a amené à mobiliser, des approches qui se développaient, beaucoup à l'époque, notamment en France, qui étaient un peu plus anciennes aux États-Unis, autour de la consumer culture theory, ce qu'on a appelé aussi le paradigme expérientiel. Voilà, c'est des approches qui, cherchent à aborder moins, le consommateur que la consommation et les phénomènes de consommation, pour le dire simplement. Peut-être trop rapidement, mais en tous les cas, c'est un peu comme ça qu'on peut le percevoir. Pendant très longtemps, le marketing était très orienté, psychologie, venant de la microéconomie, modélisation, et c'était encore le cas quand je faisais ma thèse avec des modèles d'équations structurelles, etc. Bah, à côté de ça, se développait dans l'histoire de notre discipline un marketing autre, en fait. En tous les cas, une réflexion sur le marketing autre qui venait des États-Unis à l'issue d'un événement de chercheurs que j'aime bien citer, c'est le Consumer Odyssey. Ce sont des chercheurs américains qui, dans les années, fin des années 70, début des années 80, finalement, vont prendre un bus et traverser les États-Unis. Ils disent, bon, il faut qu'on revoie l'ensemble de ce qu'on faisait jusqu'à présent. On est peut-être passé à côté de quelque chose en nous focalisant trop sur la psychologie, sur le côté quantitatif et tout. Essayons de voir les choses autrement et reprenons tout à zéro en partant ensemble, traversant les États-Unis avec un bus. Bon, c'est le côté un peu mythique de ce positionnement, mais c'est quelque chose qui reste. Et donc, on favorise plutôt de l'image, de la vidéographie, on favorise des entretiens qualitatifs. On essaye de voir un peu les choses autrement et on mobilise aussi, au-delà des aspects méthodologiques, des théories autres qui sont des théories plutôt issues de la socio-anthropologie, on va dire. Voilà. Donc ça a un caractère important. Déjà, en mobilisant ça, il y avait déjà un pas de côté par rapport au mainstream classique des années 80. Ce pas de côté, finalement, il m'a permis assez rapidement d'avoir un point de vue, alors pas forcément critique, on reviendra peut-être sur cette notion de marketing critique, mais au moins réflexif sur notre discipline. Autrement dit, il s'agissait plus de travailler sur le marketing et sur ce que pouvait faire le marketing à la société et comment y participer, hein, dans ma thèse, comment le marketing pouvait participer à l'établissement de liens sociaux, etc. Plutôt que de travailler pour le marketing avec des réflexions en termes d'implication managériale, etc. Comme généralement c'est traduit dans notre discipline. Donc voilà, j'avais par exemple fait un article en, je sais plus, 2007-2008, je crois, sur casseurs de pub et les mouvements de récupération par la sphère marchande. C'est comment, effectivement, la sphère marchande, repre- rep- comment le, comment le système capitaliste et donc le système marchand récupérait des critiques qui lui sont faites euh, à différents niveaux. Et en fait, voilà, l'objet de l'article, c'était ça déjà à l'époque, et comment il y avait des cycles en fait de récupération. Ce qui rejoint tout à fait les discussions autour du marketing durable, qu'on peut voir d'une certaine manière, ou du marketing vert ou marketing responsable, on verra peut-être ces notions après, mais qu'on peut voir finalement comme des modalités de récupération de la critique qui est faite au système et qui est faite au système marchand. Voilà. Donc, vous critiquez le système marchand, il récupère cette critique, il en fait quelque chose, il en fait des nouvelles sources de développement de valeur. Donc voilà, et puis il y a eu des basculements. Donc il y avait un terreau pour changer, pour basculer, pour changer un peu l'orientation de mes travaux. Et puis bah, ça a pris une forme plus importante, notamment quand j'ai eu l'occasion de porter un projet ADEME sur la sobriété et le rôle des collectifs coopératifs dans la sobriété, pour le développement de la sobriété, avec deux collègues qui étaient beaucoup plus avancés que moi quant aux réflexions. Et puis à partir de 2020, j'ai eu l'idée, on a eu l'idée avec mon épouse, un peu farfelue, je ne cache pas, maintenant que j'y repense, pendant le confinement, de se dire, bah tiens, j'ai entendu parler de la fresque du climat, essayons de faire la fresque du climat en visio, ce qu'on pouvait faire.
Et moi, j'ai eu un choc, on a eu un choc, voilà, assez important et du coup, je me suis dit: «Non, on peut pas je peux pas continuer à faire comme si de rien n'était, à travailler sur des sujets, que finalement, avec en tête la magnitude et l'urgence des changements à apporter, finalement, je trouvais peut-être un peu plus désuet. Donc j'avais besoin de retrouver, un sens en orientant l'ensemble de mes travaux, réflexion, énergie, on va dire dans l'accompagnement de la transition, voilà, dans ce que je peux faire là, ça va de la sensibilisation à l'enseignement, jusqu'à, mes objets de recherche et cetera. Voilà. Moi, je me rappelle de mes cours de marketing, ça commence à faire quelques années maintenant. On m'avait dit que le marketing, c'était la rencontre de l'offre et la demande sur un marché. Ça, c'était plutôt la définition, très synthétique que j'avais reprise de mon professeur. Ma grande sœur, à l'époque, m'avait dit, «Le marketing, c'est créer un besoin». Tu as parlé tout à l'heure de marketing durable ou marketing vert ou marketing responsable. Peut-être pas forcément le débat sur la sémantique qu'il y a derrière, mais ça ressemble à quoi du coup un marketing durable? C'est quoi les règles? On connaît un petit peu les règles de la communication responsable par exemple, et les grands principes du développement durable. Ça se traduit en quoi concrètement, le marketing durable? Alors juste pour réagir, la rencontre entre une offre et une demande, j'espère qu'on n'enseigne plus ça en marketing, enfin voilà. Parce que n'importe quel, ouvrage, en socio-anthropo, qui parle de l'économie et de la sphère économique, dans l'espace de la société, voilà, une demande d'où elle vient, comment elle a été produite, elle vient pas c'est pas au hasard quoi, c'est pas comme ça d'un seul coup on se retrouve sur un marché, et puis on a une offre et une demande. On a des offreurs, qui ont un certain pouvoir, qui ont une certaine organisation, qui offrent certaines choses, qui enlèvent certaines choses, et cetera. Puis on a des demandeurs aussi qui sont pas égaux les uns les autres, et cetera. Donc il y a toute une complexité dans cette rencontre dans cette rencontre supposée sur le marché entre, des acteurs complètement libres, des unités, ouais, autonomes. D'ailleurs, on peut revenir là-dessus parce que c'est aussi une des idées implicites quand même, de la responsabilisation des acteurs. Mais voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça en fait, cette rencontre. C'est peut-être le marketing, c'est la façon de gérer ces rapports de puissance et ces relations entre les différents acteurs au moment où peuvent se faire des rencontres, ou d'organiser ces rencontres, j'allais dire, ou de les médiatiser, de les valoriser, je sais pas. Enfin, mais en tous les cas, voilà, c'est juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais. Parce que c'est vrai que ça revient souvent, le marketing, l'offre, la demande. Si on avait deux acteurs comme ça, il y a une sorte de pouvoir magique, de représentation magique qui se fait, alors qu'il y a des acteurs derrière. Enfin, c'est pas magique, quoi. Tout ça se construit. C'est socialement et culturellement construit, pour le dire. Donc, il faut dénaturaliser cette notion d'un marché comme ça qui apparaîtrait, et puis de deux petits bonhommes ou de petites personnes qui arriveraient, qui trouveraient un accord entre eux. Voilà, c'est presque une idéalisation. C'était juste pour apporter cette précision. Alors, le marketing durable, ce serait quoi? C'est un marketing. Comment on l'a vu, on a fait un article avec plusieurs auteurs, hein, on est parti, tout simplement, le marketing durable. Moi, je reprends une définition qui est donnée dans un des bouquins, je crois que c'est celui de Siem Dekili, Aurélie Merle et Adeline. Le marketing durable, se traduit par l'intégration des enjeux environnementaux et sociaux au cœur de la vision stratégique de la marque, en définissant une raison d'être qui dépasse les objectifs du profit. Il y a cette idée avec le marketing durable que le marketing, jusqu'à présent, les enjeux environnementaux, sociaux, il était plutôt sur l'aspect économique, et que maintenant qu'on est dans une période où il y a un très fort développement de la RSE, où il faut mettre, c'est les trois piliers, l'environnement, le social et l'économique, il faut essayer de les équilibrer, etc. Le marketing durable, c'est la traduction, en fait, dans le cadre d'une discipline qui est le marketing, de cette idée un peu de RSE. Alors la définition que tu as donnée, il y avait aussi ce côté, bon, intégrer le volet environnemental et social, sans forcément chercher aussi cette quête de profit. Quand on voit aujourd'hui, le business de certaines marques, on peut, du coup, tomber dans ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire un petit peu de faire des fausses promesses, hein, qui sont pas, véritables. Justement aussi dans le marketing durable, comment, et ça fait écho à tes travaux sur le marketing critique, est-ce que dans le marketing durable, justement, on va être critique du marketing conventionnel, et comment ça se passe? Justement, le marketing durable, mais on retrouve dans d'autres termes, en fait.
Nous, on l'a vu comme étant un nouveau récit du marketing qui vient un peu contrebalancer, rééquilibrer l'ancien. Voilà, on a un marketing management qui, pour faire simple, je schématise aussi, date des années 50-60, et qui est très bien décrit dans une série qui s'appelle Mad Men, par exemple. Mais ce développement de ce type de marketing qui va accompagner toute une période de croissance et qui va accompagner, si on a en tête la notion d'anthropocène, la période de la grande accélération, le développement d'une consommation de masse, etc. Et puis on voit bien que ça s'essouffle, on voit bien que bah, il y a des objectifs de développement durable qui sont mis en place. À partir des années 70, il commence à y avoir beaucoup de réflexions sur les limites, sur la crise écologique qui s'intègre petit à petit, etc. Donc le marketing ne peut pas rester, on l'a dit tout à l'heure, hein, et il y a des critiques qui lui sont faites, et donc importantes sur la société de consommation, par exemple. Et donc du coup, il est obligé de récupérer et de changer. Donc il crée un nouveau récit, il raconte une nouvelle histoire qui vient un peu en contrebalancer, ouais, ce qui se faisait avant. Donc on a plusieurs termes, hein. Là, on parle de marketing durable, mais ça suppose qu'il y avait un marketing pas durable. On parle de marketing responsable, ça veut dire qu'il y avait un marketing irresponsable. Il y avait un marketing vert, ça veut dire qu'il y avait un marketing brun, enfin j'en sais rien. Voilà, donc il y a cette idée que on a, avec le marketing durable et les termes associés, un nouveau récit qui vient effectivement donner l'idée que le marketing désormais responsable prend en compte son impact sur la société, sur l'environnement, et donc il se détache d'un ancien marketing qui pouvait être plutôt critiquable. Voilà, donc il y a le dépassement d'une critique qui pourrait lui être faite. En cela, il est un peu critique. Alors critique, il y a plusieurs niveaux de critique. Il est critique dans le niveau 1, c'est-à-dire qu'effectivement, niveau 1, il va dire, bah ouais, il y a des choses qu'on faisait qu'il faut plus faire, c'est pas terrible. Il peut être dénonciateur de certaines, dans beaucoup d'ouvrages sur le marketing durable, il peut y avoir une certaine dénonciation d'excès du marketing à certains moments, de dérive du marketing, etc. La question, c'est est-ce que cette critique, ce marketing qui serait réformateur, entre guillemets, est suffisant au regard du nouvel événement anthropocène qu'on est en train de vivre, ou pas? Ou est-ce que, il est, en dessous de ce qu'on devrait, entamer et réfléchir comme changement, et la profondeur des changements, qui devraient être faits? Est-ce qu'il va vraiment vers une visée transformative, ou il reste dans quelque chose d'assez réformateur, qui est finalement de faire perdurer l'ensemble du système en changeant quelques aspects à la marge? C'est ce qu'on défend, nous, voilà. Et en ça, il y a un degré critique supérieur, voire une radicalité supérieure sur le regard qu'on peut porter sur le marketing. Dans le sens où, pour nous, ce marketing durable, bah, il va pas du tout assez loin. Enfin, il y a plein de choses qui posent problème. On peut d'abord se demander si les discours marketing, bah, ils correspondent vraiment à des pratiques. Au-delà du greenwashing, déjà, est-ce que font réellement les entreprises? Donc il y a déjà traditionnellement ce niveau-là de problème. Le deuxième niveau, ça peut être un niveau où est-ce que ces pratiques sont finalement aussi importantes qu'on devrait, elles sont pas trop mises en avant au regard de ce qui se fait globalement? Et donc là, c'est là où on retrouve ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire des notions de greenwashing. C'est-à-dire que finalement, voilà, on nous fait croire, on nous explique que si on fabrique telle autoroute, on va faire attention, on va replanter des arbres. À côté, tout ce qu'on va détruire, ben, on va en replanter 10 fois plus. Parler avec n'importe quel spécialiste de la biodiversité, il va vous dire combien il est compliqué de replanter des arbres, des forêts, etc., et qu'on ne recrée pas les choses comme ça, et que dans une période où il y a des problèmes, mais sur des lieux où il y a des problèmes de sécheresse, etc., bah, replanter des arbres, c'est très compliqué, ça nécessite d'autres ressources. Voilà, donc il peut y avoir tout un tas d'éléments quant à la critique qu'on peut faire entre des pratiques qui sont éloignées, des efforts à faire, des ordres de grandeur aussi, mais on retrouve là les 3 points classiques du greenwashing, de penser en silo. Un des trois, c'est la pensée en silo, c'est-à-dire qu'on va focaliser l'attention des individus sur tel point en faisant oublier les autres problèmes systémiques qui sont posés. C'est un des aspects du greenwashing, hein. Et nous, le troisième point qui va au-delà de ces critiques presque opérationnelles, quel est le rôle finalement de ce nouveau récit qu'on pourrait qualifier de mythique? C'est un nouveau mythe, une nouvelle histoire qu'on se raconte, y compris dans notre discipline, y compris moi en tant que chercheur dans mon champ disciplinaire. Une nouvelle façon de voir et de construire et d'avoir un impact
en tant que chercheur et en tant que praticien sur le monde, qui sera un impact positif. Donc on se redessine une histoire et on pense que cette histoire, d'abord, elle repose sur des postulats qui sont les mêmes que ceux d'avant, et puis que cette histoire, en plus, en se racontant, et le rôle des mythes, c'est aussi c'est de mettre en lumière certains aspects et pour mieux cacher d'autres aspects. Ça permet de naturaliser un élément, d'immobiliser le fonctionnement du monde, et là en l'occurrence du marketing, en cachant certains aspects qui pourraient poser problème et qui nécessiteraient une révolution plus forte dans les changements. On parle du marketing durable, on parle des questions de greenwashing, mais de l'autre côté, il y a des gens qui font et qui ont peur de faire du marketing durable, alors qu'ils ont des pratiques qui sont tout à fait crédibles, parce qu'ils ont peur de la critique des différents médias et ça apporte certains freins. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé? Est-ce que j'ai vu des entreprises qui avaient... pour l'instant, on voit quand même plus des entreprises qui mettent en avant le moindre truc qu'elles peuvent faire, et des grosses entreprises aussi, hein, qui mettent en avant le moindre truc qu'elles peuvent faire, qui survalorisent ce qu'elles peuvent faire, euh, plutôt que l'inverse. Mais je veux bien croire mais c'est une dérive des sciences de gestion et du marketing en particulier, c'est quand même de se focaliser sur ce qui est le plus visible. Autrement dit, les publicités des grosses boîtes, etc. Mais je veux bien croire, je ne sais pas si c'est à ça que tu fais référence, qu'un petit dirigeant de PME qui soit sensibilisé euh, à ce changement actuel, au problème de, 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 de climat, biodiversité et de problèmes de ressources, bah, se disent je vais mettre en place à mon niveau, à mon échelle quelque chose, et que finalement il ait un peu peur de se faire attaquer. Moi, je vois par exemple, à travers les podcasts, j'essaye de publier des podcasts, écoactifs et de mettre en avant, des actions que les entreprises, mettent à l'intérieur de leur, entreprise et on Mmh. sent souvent qu'il y a des freins et les freins, c'est-à-dire que si je communique là-dessus, quels sont les risques pour moi? Et ça rejoint un peu ce que tu dis, ce n'est pas forcément les Ouais, grosses entreprises, mais plutôt des petites entreprises qui ont une c'est intention, ça. sincère, qui veulent faire et qui Mmh, font mmh, en fonction de leurs moyens parce qu'évidemment, la transformation ne peut pas être mmh. radicale et se faire avec un coup de baguette magique. Il y a des restrictions financières et cetera. Il y a, humaines et c'est pas facile de faire le changement et donc c'est par rapport à ces gens-là, à qui je fais allusion et comment, ce marketing durable peut, par rapport à sa perception sur le monde, sur la société, peut, comment dire? Ralentir les gens à communiquer et Oui, donc oui, à non, mais ça, je exprimer. suis entièrement d'accord avec toi, mais je pense peut-être que notre rôle, justement, en tant que chercheur sur ces dimensions-là, c'est de mieux, plus dénoncer des comportements, peut-être de grosses structures, pas uniquement, mais de grosses structures qui, de façon plus ou moins volontaire ou cynique, peuvent faire du greenwashing. Voilà, il y a énormément de controverses. On regarde les entreprises qui sont derrière, on regarde leur site internet, ils ont une politique RSE surdéveloppée, etc. Et puis quand on voit certaines des controverses, que ce soit l'autoroute A69, nous à Perpignan, la construction d'un golfe dans une période de sécheresse comme jamais on a connu de mémoire. Donc voilà, c'est peut-être mieux dénoncer ce type de comportement pour mieux mettre en valeur, effectivement, des comportements dont tu parles, peut-être de petites entreprises qui, de façon beaucoup plus euh, éthique, vont dire je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout changer. Par contre, j'ai changé ça et ça et ça. Voilà. Là, moi, je le vois. Enfin, on va organiser à Perpignan un colloque sur enfin, des rencontres sur l'eau. J'ai eu des contacts avec des gens qui, justement, dans le tourisme, tenaient des campings. Et on sait combien c'est important dans notre région. Vous pouvez discuter avec eux, ils sont vraiment sincères. Enfin, je veux dire, sincèrement, ils ont envie de changer des choses, ils ont envie de mettre en place des choses. Donc, ils mettent des choses en place petitement, etc. Enfin, à leur niveau. Maintenant, on est tous pris. Ça, c'est pris dans un certain nombre d'attachements, on hérite d'un certain nombre de situations, pour reprendre les termes de Bonnet, Landivar et Monin. Et donc, on fait ce qu'on peut, on se débrouille par rapport à ça.
Pour moi, le rôle de chercheur, ce serait peut-être des fois ça. Ce serait de dire, là, il y a des gens qui ont les moyens de changer des choses, de modifier un certain nombre d'éléments parce qu'ils sont dans une situation oligopolistique de force sur un marché, sur un secteur, etc., et qui ne le font pas, mais qui par contre vont nous vendre à la marge des petits trucs et vont nous faire du développement durable, du marketing durable, on va dire simplifié. Et à côté de ça, il y en a qui essayent vraiment de faire des choses et qui, eux, par contre, ne sont pas valorisés. Je rebondis sur, la dimension, touristique, et aussi à ce phénomène de greenwashing, donc voilà, cette timidité, on va dire, de valoriser ses engagements. Moi, je l'ai vécu, avec un gîte, qui était, engagé dans des écolabels. Je ne citerai pas lesquels, mais qui, à côté de ça, était, agricultrice et ne valorisait pas ses engagements en matière de RSE dans son gîte parce qu'elle se faisait, pleinement, critiquer par, les clients qui venaient par rapport à son engagement RSE et qui constataient qu'elle n'était pas encore, sur, du bio et de la permaculture. Elle était en pleine reconversion et du coup, en fait, c'était, très, décourageant pour elle elle essayait de changer ses pratiques et de se faire attaquer par, ce côté clientélisme et on le voit notamment dans le secteur du tourisme avec, les sites d'avis en ligne, que c'est très facile aujourd'hui aussi d'être dans la critique, d'où aussi ces enjeux de s'assurer de valoriser des véritables promesses. Et pour revenir, au marketing durable et au lien avec le secteur touristique, moi j'avais en tête, alors, Éric, ça serait bien si tu nous dis si c'est, des bons exemples de marketing durable ou pas, ou si plutôt des flops. J'en ai notamment 3 des exemples que je souhaiterais, partager avec toi. Le premier est, pour moi ça s'inscrit dans le marketing durable. On a vu, il y a quelques années apparaître le démarketing dans le secteur touristique avec, notamment, les Calanques de Marseille, qui subissent, je ne dirais pas le surtourisme qui est le marronnier des médias, mais en tout cas des affluences qui devenaient, ingérables et qu'ils ont mis en place, voilà, une stratégie de démarketing pour mieux diffuser l'afflux de visiteurs, notamment avec un partenariat avec Waze. Il y a eu aussi la logique de mise en place de quotas, donc ce qu'on avait appelé nous à l'époque du démarketing, et ça a été plutôt contre-productif parce qu'en fait il y a tellement eu le buzz dans les médias de cette stratégie de démarketing des calendes que les gens se sont un petit peu, des fois on appelle ça le tourisme de la dernière chance. Bon, c'était peut-être pas à ce point-là, mais bon, s'il y a des quotas, si je peux plus y accéder, je vais essayer d'y aller un petit peu à la dernière minute, la dernière chance avant d'aller. Donc je sais pas si hors tourisme, il y a des exemples comme ça de démarketing. Là, dans le cas des calanques, ça a été plutôt un flop, hein. Même si je trouve que l'idée était très bien, c'est la réappropriation médiatique, je pense, qui a fait que c'est un flop. Donc sur ce premier exemple de démarketing, Eric, je sais pas s'il y a des exemples similaires dans d'autres sujets que le tourisme. Qu'est-ce que tu penses du démarketing pour notre tourisme? Le démarketing, oui, 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 bien sûr, bien sûr. On est en fait dans cette idée que, alors, moi, j'appellerais pas ça du marketing durable du coup, parce qu'en fait, nous, on a une approche un peu critique du marketing durable, en disant qu'il faut changer notre façon d'abord de réfléchir quand on est dans cette discipline, donc de faire de la recherche et puis de pratiquer un type de marketing. Donc je ne saurais pas te dire si le démarketing est du marketing durable. Je sais que les auteurs qui parlent de marketing durable, de temps en temps, mobilisent des exemples de démarketing. On pourra noter qu'il faut faire attention, c'est un truc qu'on a assez classiquement là aussi dans notre discipline, c'est un effet de myopie où on va sur-investir certains cas qui correspondent finalement à peu de choses au regard du marché, hein. Je crois que la consommation responsable, c'est même en faisant attention à un certain nombre de choses, etc., ça c'est à peine 4-6%, voilà, donc de la consommation générale. Donc on peut aussi assez rapidement se focaliser sur ce type de pratique, la mettre en valeur. On retrouve souvent les mêmes entreprises, hein,
qui travaillent sur la durabilité. Ça va être Loom, ça va être les jeans 1083, je sais plus, kilomètres, je sais plus le terme exact, mais hein, comme à l'époque où on travaillait sur le marketing expérientiel, où on avait essentiellement nature et découverte, quoi. Donc, on pouvait survaloriser ça. Donc, il y a quelques cas, le cas de démarketing qui est souvent cité, c'est Patagonia, où il y a une vraie attention, n'achetez pas ce produit, machin, où on commence. On voit quand même que ça pose problème le démarketing. Enfin, il y a tout eu, je sais pas si vous avez suivi la campagne de l'ADEME sur les dévendeurs, qui est une campagne de démarketing pour le coup, et qui est une très bonne campagne de démarketing faite par l'ADEME avec beaucoup d'intelligence, défendue à la base par un ministre de la transition qui trouvait ça très bien et qui n'a pas fait 2 jours cette publicité. Donc là, c'est un exemple de démarketing, mais on voit tout de suite en quoi le démarketing peut justement, par sa radicalité, et en cela, je pense qu'il va des fois beaucoup plus loin, hein, et à mon sens, il va beaucoup plus loin que ce qu'on entend par le marketing durable, bah, il peut poser un certain nombre de problèmes plus importants au système. C'est le cas quand même dans ce que tu dis, hein, sur la défense du surtourisme, où se posent des questions, à Venise aussi, se posent des questions. Nous, on n'est pas loin de Barcelone, et il y a des manifestations à Barcelone régulièrement sur trop de touristes, etc. Il faudrait arrêter et bloquer le nombre de touristes qu'on pourrait recevoir. On pourrait effectivement se poser cette question chez nous. C'est une bonne réflexion dans un certain nombre de cas, comme par exemple sur le surtourisme, où là même il y a des problèmes, ils sont amenés à faire ça quand même, parce que sur le plan de la biodiversité, sur le plan même de la durabilité du site, ça peut poser des problèmes, quoi. Ça va être le cas, on commence à y réfléchir en Normandie, avec Etretat, voilà. Donc là, ça peut être assez simple à mettre en place, parce que les acteurs sont obligés de définir une norme comme ça. Parce que sinon, si eux-mêmes ne se freinent pas, on voit bien qu'ils mettent en péril la valeur même de la base même de leur valeur, on va dire. Hein, on a le cas chez nous avec, entre Banyuls et Cerbère, des acteurs qui se mettent, des réserves naturelles, des acteurs qui se mettent ensemble autour d'une table et qui arrivent, alors, paraît-il plus ou moins difficilement, et notamment des acteurs économiques et des acteurs du tourisme, pour dire, OK, il faut qu'on reçoive du monde, mais si on veut défendre cette biodiversité, si on veut défendre cette côte, ben, il va falloir qu'on fixe un certain nombre d'éléments et de régulations. C'est un point intéressant parce que, comme tu le vois et comme tu le cites, le démarketing, il vient rarement du marketing. Je veux dire, c'est rarement des acteurs qui disent: «Oh, bah, je vais démarketer», en fait. Moi, ce que j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, hein, heu, mais souvent, c'est un tiers, et notamment un tiers régulateur, qui va dire, «Là, il y a péril. Donc si vous faites pas quelque chose, si vous régulez pas, votre activité même risque d'être en péril». Et ça se pose une des questions, c'est un des postulats, que l'on discute du marketing durable. Le marketing durable, il part de l'idée de responsabilité et de responsabilisation, disant: «Bon, bah, voilà, on sait que l'entreprise, elle est, très importante aujourd'hui, que les États, bah, ils bougent pas trop, donc ce qui va nous sauver, c'est de responsabiliser les entreprises et de les laisser se responsabiliser, donc de pas les contraindre». Or, on voit dans le démarketing qu'il y a l'acceptation d'une contrainte, en fait. C'est sans doute une des limites. Si on veut le mettre dans le marketing durable, c'est vraiment au bord du marketing durable, à mon sens, hein. Dans la continuité aussi des exemples où j'aimerais, te faire rebondir, Éric, moi je vois aussi dans ton discours que, le marketing peut servir aussi à sensibiliser, à inciter. D'ailleurs, on parle parfois de marketing incitatif. Moi, je cite souvent l'exemple des nudge marketing qui sont un petit peu les petits coups de pouce qui, aident à passer à l'action. Notamment, voilà, cette gommette mouche dans les urinoirs pour hommes qui a quand même permis à ce chercheur d'obtenir, le prix Nobel. Que penses-tu de ces techniques de marketing incitatif, d'exploiter les biais cognitifs pour passer à l'action? Est-ce qu'aujourd'hui, avec justement, l'urgence notamment, climatique, est-ce que, voilà, ça ne vaudrait pas le coup de, davantage travailler sur ces biais cognitifs que peuvent être les nudge marketing? Il y a eu notamment les parcs nationaux qui s'étaient emparés de la question,
avant l'heure. J'avais trouvé très intéressant, d'avoir ces petits kits nudge dans les hébergements touristiques des parcs nationaux. Que penses-tu du nudge marketing, justement par rapport à ce défi climatique, si on peut l'appeler comme ça? Ouais, il y a des fois des liens justement qui sont faits entre marketing durable et nudge, par le chemin que tu viens de décrire, hein. C'est-à-dire effectivement, les nudges seraient, une façon de changer les comportements, et pas simplement les représentations, mais les comportements, des fois sans même que le consommateur s'en rende compte, à travers certaines techniques et en jouant sur les biais cognitifs. Il y a plusieurs choses. Alors oui, pourquoi pas, bien sûr, tout ce qui de toute façon, pourra amener, des changements de représentation, d'attitude, et de comportement, en lien avec la limitation de la dépense des ressources. Par exemple, en eau, on a dans tous les hôtels un certain nombre de nudges ou de rappels pour vous dire qu'il ne faut pas utiliser les serviettes si vous ne voulez pas qu'on les lave à chaque fois, etc. Enfin bon, il peut y avoir plein de nudges comme ça. Enfin, il y a de plus en plus. Mais il y a plusieurs choses. D'abord, les nudges ne sont pas par essence bons, enfin, d'une certaine manière. Enfin, la base du nudge, c'est une réflexion, c'est pas une théorie, mais une réflexion autour du paternalisme libertarien, qui veut dire qu'effectivement, il y a quand même quelqu'un qui définit ce qui peut être bien comme comportement ou ce qu'il voudrait comme comportement et qui met en place et qui, jouant sur des biais, amène des changements de comportement. Ça veut dire que le nudge peut aussi être utilisé dans l'autre sens. Et beaucoup en marketing de nudge, euh, beaucoup même de techniques traditionnelles de marketing pourraient être vues comme étant des nudges. Et ils ne sont pas forcément utilisés dans l'idée de problématiques climatiques, de biodiversité ou de ressources. Donc ça, c'est déjà un premier point. Puis moi, j'allais dire, j'ai pas l'impression que les nudges soient, on va dire, à l'échelle des changements à mettre en place. Alors là encore, c'est très bien si dans tel et tel magasin, structure, hôtel, lieu de service, on met en place des nudges pour faire en sorte qu'on ait des comportements ou pour amener les gens vers des comportements plus vertueux. Ok, il n'y a aucun problème, mais est-ce que c'est à l'échelle de ce qu'on demande comme changement? Et est-ce que, sous couvert de ces nudges, on se passe de se poser la question de son activité même et du sens de son activité? J'en suis pas sûr. Voilà. On a tendance à définir, par exemple, les dispositifs et les outils. Pour moi, c'est un outil. Donc déjà, comment il est utilisé? Est-ce que cet outil peut être performatif au point de changer des comportements très importants? Je ne sais pas. Bah, comme tu le soulignes, en effet, au regard, des défis, c'est peut-être, réducteur, ces nudges, qui font aussi écho à un petit peu à la culpabilisation qu'on peut, apporter sur le consommateur. Donc là, avec ton expertise aussi, de recherche sur la consommation, on voit beaucoup d'incitation aux petits gestes, aux éco-gestes, le colibri et cetera, qui est comme très culpabilisateur pour l'usager ou le consommateur final. Ce qui est le cas dans le tourisme et les nudges peuvent en faire partie. C'est-à-dire, on va, voilà, faire culpabiliser sur, l'usage de certaines ressources, notamment énergétiques ou liées à l'eau au tri des déchets, alors que l'équipement qui accueille, ou le territoire qui accueille le touriste en lui-même est très impactant et la priorité n'est pas, si on parle d'ordre de grandeur, on va dire, de trier ses déchets, mais plutôt de venir de manière décarbonée sur son lieu de destination. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus quand même une culpabilisation, des consommateurs dans le cadre du tourisme aussi. Le tourisme, c'est un peu, le bouc émissaire sur certains sujets. Des fois, c'est la faute au tourisme, mais c'est pas que ça le problème. Notamment les vagues d'anti-touristes, des fois, peuvent Hmm. être mal ciblées. Et à côté de ça aussi, il va y avoir, je sais pas si on peut parler de culpabilisation, parce que des fois, ça peut être bien mené, des campagnes marketing, on va dire plutôt vertueuses. On voit beaucoup de chartes d'engagement, charte de l'éco-voyageur, du voyageur responsable, etc., qui est très bien, qui invite le visiteur à considérer le territoire qu'il visite. Donc ça, je trouve ça très bien en termes de message.
mais qui va faire aussi culpabiliser le visiteur à son échelle individuelle, alors qu'à côté de ça, le territoire qui l'accueille va financer du low cost, va laisser des projets, des infrastructures très gourmandes en eau, en énergie, donc ce qui va être très paradoxal. Voilà sur le côté culpabilisateur, le côté consommateur. Que penses-tu de ces phénomènes qui commencent à être un peu plus on entend moins parler de consommateurs, mais que penses-tu de ces chartes d'engagement qu'on voit parfois alors dans le secteur du tourisme, mais pas que, hein, dans d'autres marques aussi? Ouais, alors là aussi, hein, c'est comme pour l'ensemble du marketing durable, hein, tout n'est pas, je suis pas critique de tout ce que fait le marketing durable. Je trouve qu'il y a des choses qui sont très bien. Ce qui me dérange, c'est le discours, la différence entre un positionnement de discours comme quoi une des solutions à tous nos problèmes passera par le marketing durable, un better marketing for a better world. C'est ça qui me dérange plus et c'est ce que je trouve pernicieux et problématique. Euh, alors là, tu parles de la culpabilisation. Il y a ça peut aller jusqu'à là, mais je pense qu'il y a tout un pan du marketing durable, c'est en miroir de la responsabilité demandée, supposée des entreprises et des organisations, il y a une responsabilité, une responsabilisation des consommateurs en fait. Et donc les deux sont liés, hein, et là aussi, hein, dans beaucoup d'articles et d'ouvrages sur le marketing durable, on retrouve au moins une partie sur le comportement du consommateur, disant que, ou laissant entendre qu'il faut absolument que le consommateur se responsabilise. Et donc on a la même idée, hein, de la responsabilité du consommateur, c'est-à-dire par exemple, il faut lui laisser sa liberté. Ça rejoint c'est toute une philosophie de l'agency, d'une certaine manière. La liberté dont on a parlé tout à l'heure pour l'entreprise, qui ne doit pas être contrainte, etc., et qui va de sa responsabilité, de façon éthique, changer ses pratiques, ben, on la suppose du côté du consommateur. Et on a tendance donc à dire qu'il faut responsabiliser le consommateur et que on va avoir cette responsabilité, cette nouvelle responsabilité, et des consommateurs responsables qui vont eux aussi participer à ce changement. Alors on sait depuis au moins, il y a pas mal de travaux, hein, en sociologie, de Rumpala par exemple, sur cette responsabilisation qui agirait comme une nouvelle forme de gouvernementalisation des pratiques. Mais on a aussi Jean-Baptiste Comby qui parle de cette responsabilisation comme une façon de dépolitiser. Tu l'as dit tout à l'heure, les petits gestes permettent de ne pas parler des grands problèmes qui sont derrière, hein, en disant que, alors on l'a, hein, si je crois que tu es animatrice fresque du climat, on a régulièrement, et c'est une blague entre animateurs, régulièrement à la fin d'une fresque du climat, dans les solutions, on va avoir des petits gestes, c'est-à-dire bah, il faudrait que je trie mes déchets, que je fasse attention, etc. à ça, à telle ou telle pratique, petite pratique, ce qui est très bien et il faut le faire. Trier ses déchets, c'est très très bien, mais on sait que ça représente peanut dans la bataille qu'on doit mener contre les émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Donc, c'est une façon aussi, effectivement, cette représentation du consommateur comme devant être responsable, c'est aussi une façon, et on arrive à ce que tu dis à la fin, c'est une façon de culpabiliser et de dire que finalement, si les choses ne changent pas, on entend beaucoup de discours comme ça, hein, d'entreprises qui disent bah, moi je veux bien, hein, faire des trucs responsables, bio, etc., mais les consommateurs ne veulent pas. Donc c'est aussi une façon d'éviter des changements profonds et des évolutions qui pourraient être nécessaires. Donc voilà, il peut y avoir, plutôt que d'arriver directement à cette notion de culpabilisation, je passerai par la responsabilisation en amont. Mais tu as raison. Enfin, je pense il y a de plus en plus cette question qui se pose quand on regarde ces questions de développement, de marketing durable, du côté du consommateur et pas forcément du côté de l'entreprise. Voilà, il y a des effets de structure qui font que le consommateur, il y a des très beaux travaux en recherche en marketing aujourd'hui sur les pratiques de consommation. Il y a eu de très belles thèses dernièrement sur l'idée que bah, comment les gens pouvaient changer, comment ils pouvaient lutter contre leurs attachements. Euh,
donc on est tous attachés à à une certaine matérialité, à des lieux, à des pratiques, à des objets, à des pratiques du corps, etc. Donc comment on peut changer nos pratiques et la plupart révèlent à un moment donné que ces pratiques, elles viennent aussi d'effets de structure. Elles mettent en œuvre des effets de structure et qui ne sont pas liés uniquement aux consommateurs. Donc dire aux gens arrêtez de prendre la voiture et prenez votre piste cyclable. Moi ici à Perpignan, c'est régulier. Les gens vous disent mais ouais, mais moi faire du vélo dans la ville de Perpignan, j'ai peur en fait. Moi qui fais du vélo tout le temps, je peux dire que c'est pas toujours simple non plus. Donc du coup, il faut éviter ce fin du fin d'un certain marketing durable qui pourrait arriver à cette culpabilité. On a un influenceur, Inoxtag qui, a gravi, le mont Everest, voilà, avec un gros buzz derrière sa vidéo, sans aucun message des dérives du tourisme, à l'Everest, de parler de la fonte des glaces aussi. Il aurait pu profiter du succès de sa vidéo là-dessus. Vraiment, on fait le buzz et il y a plein de gens qui ont envie d'aller, gravir le mont Everest depuis cette vidéo. Un peu plus avant, quelques semaines avant, la compagnie low cost Wizz Air a lancé un pass illimité. Donc c'est une compagnie low cost aérien qui a lancé un pass illimité à l'année. Donc alors qu'on sait qu'il y a des efforts de sobriété en termes d'aérien à faire, là on a des compagnies qui en plus sont financées avec de l'argent public, invitent à toujours plus. On voit les effets pervers d'Instagram, notamment dans le tourisme, avec Etretat qui est complètement saturé, etc. Dans le à quoi pourraient ressembler des stratégies marketing qui intégreraient davantage la sobriété? Parce que ce qu'on dit depuis de tout à l'heure, c'est qu'on a un peu trop le marketing durable est peut-être un petit peu trop gentil, mais comme le tourisme durable, faut peut-être être un peu plus radical dans le changement de paradigme. C'est quoi un marketing qui intègre davantage la sobriété? Est-ce que tu as des exemples à nous partager? Qu'est-ce que tu penses des exemples que j'ai cités comme cet influenceur ou la compagnie low cost ou Instagram, etc. Marketing et sobriété, c'est quoi? C'est presque un oxymore. Je sais pas si marketing et sobriété. Oui, bien sûr. Enfin, en fait, il faudrait mettre le marketing. C'est un peu ce que nous on ouvrait comme perspective potentielle. Hein, c'est d'abord un marketing qui s'inscrit dans une logique post-croissance, c'est-à-dire que laisser entendre continuer, bah, vous avez reçu Paris, donc il est largement mieux placé que moi pour parler de la décroissance et des problèmes, et des problématiques de la croissance verte, qu'il montre, je trouve très bien. Donc, continuer à penser dans un système marketing qu'on va favoriser de la croissance, rechercher des parts de marché, etc., sans imaginer même qu'on soit une partie du problème et qu'à terme, on ne pourra pas continuer de toute façon, bah, c'est problématique. Ouais. Donc les exemples que tu cites, alors sur l'influenceur Instagram, ouais, enfin, c'est juste voilà, une catastrophe. Je ne sais pas comment il faut réguler ça, etc. Sur les autres exemples, il y a un très beau rapport qui a été fait par l'Institut Veblen et l'association Communication et Démocratie, je trouve, que j'invite à lire, qui est vraiment très très bien. Cette association est vraiment très bien aussi, qui vraiment fait réfléchir. À un moment donné, faudrait suivre quand même les recommandations des conventions citoyennes pour le climat, c'est-à-dire que certaines publicités doivent être, pour certains secteurs, bah, doivent être supprimées, c'est tout. Enfin, ça aussi, ça fait partie. Alors peut-être que dans l'idée d'un marketing autre, il faudrait qu'il y ait des praticiens et il faudrait aussi qu'il y ait des chercheurs, et notamment en recherche, beaucoup plus peut-être, beaucoup plus facilement pour nous, qui soient là pour dénoncer des pratiques qui sont pas vertueuses, plutôt que de mettre sans arrêt en avant des pratiques, des petites pratiques qui se présentent comme vertueuses et qui ne le sont pas toujours. Bah, peut-être enfin, mettre plus en avant aussi des pratiques qui sont pas vertueuses et des effets qui sont pernicieux. Ce dont tu parles, enfin, la compagnie aérienne, c'est tout juste catastrophique. Enfin, mais là aussi, il y a des besoins de régulation. Dans la critique qu'on fait, c'est aussi, enfin la critique qu'on fait, dans l'idée d'un nouveau marketing, il y a cette idée que le marketing ne doit pas être partout. Il y a des endroits où il faut penser la fin du marketing. Moi,
Voilà, je pense qu'il y a des moments, il y a des secteurs dans lesquels on devrait être capable de dire en tant que spécialiste du marketing, là, il ne devrait pas être présent. Voilà, ça doit être un point, un élément, un secteur qui doit être non marchandisable et donc qui doit être préservé de cette marchandisation et des éléments qui vont en lien avec cette marchandisation, c'est-à-dire une présentation de la valorisation de l'offre qui sont faites sur ces marchés. Voilà. Donc, il y a des secteurs qu'il faut préserver. Et donc, on diminue la voilure, on est capable de renoncer à certaines choses. Euh, voilà, toute une recherche aujourd'hui sur les métavers, pour moi, ça pose problème, enfin, ça pose question. Quand on sait l'énergie que ça va dépenser, etc., et qu'on va être en contrainte énergétique et en choix démocratique sur des contraintes énergétiques assez rapidement, et je vous passe les contraintes sur l'eau et la nécessité de refroidir ces éléments, enfin bref. Donc du coup, je pense qu'il y a vraiment déjà une, une idée de ne plus jouer un rôle dans, dans le développement ou la valorisation, en tout cas pas dans le développement, en tout cas dans la valorisation de secteurs qui sont liés, enfin, qui mettent en danger l'habitabilité de la planète à terme. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est se servir des ressources qui sont libérées, parce que ça libère des ressources, pour mettre en valeur, effectivement, une culture de la sobriété. L'histoire du marketing, c'est la mise en avant d'une culture de l'abondance. Hein, je crois que c'est Sophie Dubuisson-Kellier qui parle de cette passation entre une culture de l'abondance et une culture de la sobriété. Donc on peut voir l'histoire du marketing et sa continuité dans le marketing durable comme une idée de continuation du développement d'une culture d'abondance avec cette idée de croissance, sans interroger cette question de croissance, etc. Et donc il faut à un moment donné remettre en cause cette culture de l'abondance et à tout le moins mettre et de revaloriser, survaloriser tout ce qui permet une culture ou le développement d'une culture de la sobriété, y compris dans tous les secteurs, c'est-à-dire combien on a effectivement de publicités, là, si vous lisez le rapport Veblen, l'association Communication et Démocratie, on vous montre combien on a de publicités pour des produits qui sont pas vertueux, et finalement, combien on a de publicités ou de mise en valeur d'actions qui pourraient être vertueuses, combien on met en valeur des activités développées par Shane et combien on met en valeur des activités développées par Loom, combien on met en valeur des activités développées par par l'industrie automobile au regard de ce qu'on met en valeur quand on parle des vélos, etc. Donc il y a peut-être justement un redéploiement à faire, à prononcer, à avancer, et là aussi à accompagner. Il va falloir des arbitrages, des systèmes effectivement peut-être plus directifs, sans doute plus directifs, parce que ce qu'on voit, c'est que si on attend la responsabilité des acteurs, ben on a peu de changements. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée. Donc je ne sais pas trop si ça répond là aussi à ce que tu disais sur la sobriété, mais bah, tu me cites pas mal d'exemples, et je sais quand on en discute qu'il y a beaucoup d'exemples dans le tourisme de pratiques qui évoluent dans un sens, et dans des réflexions et dans un sens de ce qui pourrait être fait, devrait être fait, mais finalement on les voit peu, on les voit très très peu. Le marketing a utilisé ces dispositifs et ces outils pour accompagner le développement d'une société, encore une fois, de l'abondance, et donc avec tout un imaginaire qui va derrière. Euh, L'imaginaire aujourd'hui qui peut poser un certain nombre de questions hein, au niveau de la construction, l'imaginaire d'une vie d'une nécessaire vie et réussite sociale qui passe par un pavillon avec une piscine, deux enfants et un chien, au regard d'autres formes d'imaginaire qui pourraient être des habitations partagées ou j'en sais rien. Enfin voilà, il y a sans doute d'autres façons de voir, d'habiter des territoires qu'uniquement cette surimaginaire autour du pavillon, de la piscine et de la maison. Voilà.
Eric, on vient de passer 1 heure à discuter du marketing durable. Tu nous as bien chahuté et c'était très intéressant. J'ai une question, toi, par rapport au marketing durable. Es-tu optimiste ou pessimiste? Alors moi, je suis pas, moi, je regarde le marketing durable comme un objet de recherche, en fait, hein. Donc je vais pas être pessimiste ou optimiste. Moi, je pense que le marketing durable n'est pas la solution. C'est quelque chose d'intéressant. Il faut, voilà, et que les acteurs qu'il y ait une certaine prise de conscience, qu'ils évoluent, qu'ils essayent de changer, d'utiliser ou d'intégrer la notion de durabilité. C'est bien. Maintenant, il ne faut pas que ça soit le dispositif qui cache les problèmes généraux. Et c'est pour l'instant, c'est comme ça que c'est présenté. Donc, je suis plutôt pessimiste là-dessus. Voilà, si je dois avoir une émotion, ce serait plutôt, ça alterne entre la colère, parce qu'il y a quand même des exemples de marketing durable qui font quand même peur, hein, enfin, je veux dire, qui agacent considérablement, hein. On a une ligue de football qui s'appelle la Ligue 1 McDo. Quand on sait le rôle de McDo dans le développement ou en tous les cas oui, dans les problèmes sanitaires qu'on peut avoir. On a vu cet été l'omniprésence de certaines marques au niveau des Jeux Olympiques. Là, ça peut être très, très agaçant. Donc là, ça me rend pas pessimiste, ça me met en colère. Enfin, ça me rend pas optimiste, ça me met en colère et ça me rend pessimiste. Maintenant, quant à dire que il faudrait supprimer tout le marketing et il faudrait, je suis pas à dire qu'il faut supprimer tout le marketing, je suis à dire qu'il faut réutiliser, remobiliser les techniques, les outils et les dispositifs marketing dans le sens justement d'une culture de la sobriété, dans le sens d'un changement de société, dans le sens un accompagnement des changements des imaginaires, etc., etc. Donc en ça, on pourrait être optimiste parce qu'on a finalement un certain nombre d'outils. On a des choses qui existent. On a des possibilités de toucher et d'accompagner des changements, comme ça a été fait d'ailleurs avec le marketing classique. Donc du coup, c'est un peu la posture de Bonnet, Landivar et Monin, hein. C'est de la redirection écologique. Servons-nous d'outils et de dispositifs qui existent, mais par contre en les réutilisant dans un sens qui ne soit pas celui qui est actuellement et qui nous mène à la catastrophe, quoi. C'est un peu ça. Donc je ne sais pas si je peux répondre optimiste ou pessimiste, mais c'est un peu comme ça que je répondrais. Caroline, bah, je t'invite à faire la synthèse de cette interview qui arrive à sa fin. Oui, bah merci beaucoup, Eric. C'était très intéressant de se re-questionner sur des choses qu'on pense maîtriser. Le marketing, hein, on l'utilise beaucoup dans notre secteur du tourisme et il y a beaucoup de bons exemples, mais des fois qui sont un petit peu trop singuliers. Et généralement, je synthétise un petit peu par mots-clés ce que moi je retiens pour faciliter aussi peut-être les auditeurs à retenir aussi, mais c'est propre à chacun, bref. Euh, Moi, j'avais envie d'intituler cette interview sous l'œil des chercheurs, au-delà du marketing durable, parce que c'est ce qu'on a fait en fait pendant cette heure. Et moi, je retiens un petit peu 4 R, la lettre R comme Rémi, accessoirement aussi, comme ton nom. Les enjeux de responsabiliser et pas de culpabiliser et de responsabiliser les bons interlocuteurs. C'est ce que je note aussi de nos échanges. De réguler, il y a des forts, pour moi, enjeux aussi de régulation. Tu as cité l'exemple des publicités qui est vraiment, plus qu'évident, donc cette régulation, mais pas que, hein. Dans la pub, il y a aussi dans le tourisme, les phénomènes de quotas, par exemple. D'anticiper, de renoncer, hein, tout simplement. L'avion est un exemple, voilà, certaines destinations sont des exemples aussi dans notre secteur du tourisme, de renoncer, de revoir, de rediriger un petit peu, ses besoins et de manière globale, de revoir notre modèle lié, à la consommation et au marketing. Donc ces 4 R qui pourraient, en tout cas pour moi, synthétiser, la teneur de nos échanges. En tout cas, merci beaucoup, Eric, pour, ta disponibilité. Je sais que tu es pleinement, pris, avec, tes différents, chantiers donc merci beaucoup. Merci François, pour, le chapeautage de ce podcast. C'était, très agréable pour moi. Moi, j'ai une petite boîte de Kleenex là, parce que Ah, c'est la dernière quand même avec Caro.
Merci Caroline, merci Eric. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à très vite. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.